je m'hydrate de ma boisson non alcoolisée. Ok, ben je vais te laisser terminer ta boisson non alcoolisée. Ben, rebonjour Lucas. Hein. Bonjour. Alors, ouais, c'est surtout à toi qu'il faut demander ça parce que tu avances dans la... Ah, j'avance là, comme un rouleau compresseur. C'est vrai? Mais un petit, hein, un miniature. Alors tu es à 0,5%. C'était optimiste là. Ah oui, disons, il y a encore du travail, quoi, on va dire. Il faudrait les bulletins de vote. Ah. On va faire l'affichage, mais le bulletin de vote, c'est pas sûr. Et on a des dates là. Le premier tour à Paris, là, c'est le 21 septembre. Ouais. On va le passer là. Laissez passer les parleurs, quoi. Donc, a priori, le dépôt de la candidature, ce serait avant vendredi 29 août à 18h. Ouais. Après, il y a le tirage au sort des panneaux électoraux le soir même. Et le tirage au sort, quel est le but d'un tirage au sort? C'est le tirage au sort pour les panneaux. Les panneaux électoraux, pour savoir quel numéro. Là, par exemple, pour aller sur la Ah oui, d'accord, oui. Pour une démocratie réelle, décidons nous-mêmes, on avait eu le panneau numéro 2, ce qui était pas mal. C'est bien, ouais. Parce qu'il y en avait 38, hein, 38 listes. Bon, là, il y en aura moins, mais il y aura peut-être quand même pas mal de candidats. Alors, on verra bien. Hein. Ouais, après, peut-être que l'affichage, il commence dès le lundi 1er septembre. Et il y aura combien de panneaux d'affichage? Après, d'après ce que j'ai vu sur les sites gouvernementaux, ce sera à peu près 70. Voilà. On utilisera nos anciennes affiches jaunes, là, des européennes et des législatives. Puis je ferai l'affichette par rapport à ma candidature et par rapport au quartier, interpeller l'oligarchie du quartier. C'est quand même les quartiers de l'ultra-oligarchie. C'est vraiment le sommet de la France, la 5e, 6e, 7e. C'est sûr que là, ce sont ceux qui sont très bien placés au niveau du gouvernement. Donc, ceux qui ne veulent pas de la démocratie directe, parce que ce serait retirer leur pouvoir à eux. Ils ne veulent pas de la souveraineté populaire, ils veulent de la souveraineté élitaire. Ouais, déjà, si tu as quelques voix, ce sera pas mal alors. Non, c'est pas le but. Moi, ce qui compte, c'est d'avoir la médiatisation pour la démocratie directe, pour le riche. C'est ça qu'on ait un peu d'interviews. Là, pour les européennes, on était passé sur des médias, des BFM, des RFI, des West France, on a eu des interviews, c'est dans l'air aussi, on était passé dans toutes les campagnes. Donc c'est ça qui compte, quoi, faire montrer que l'idée qu'on peut candidater pour la démocratie directe et continuer à avancer, à avoir plus de candidatures. Peut-être que je parle aussi un peu des municipales, que les gens fassent des candidatures démocratiques. Ils utilisent la loi 1112 sur le référendum local. Ouais, celle qui a du mal à passer parce qu'il faudrait, disons, qu'il y ait un nombre de voix, enfin, disons, de votes tellement élevé que ça passe pas, quoi. Peut-être que tu confonds avec le référendum initiative populaire qui est dans le partagé plutôt. Ouais, je pensais à ça, ouais. Et ça, c'est le référendum, c'est un référendum national. Et il y a une loi qui existe depuis 2004, donc plus ancienne que ça, parce que là, ça date de 2008. De 2004, qui est la loi sur le référendum local. Mais il y a aussi un seuil de 10%. Mais un seuil de 10%, c'est très variable en fait, parce que 10% dans un village. De 10 personnes Ah oui, tu fais déjà tout seul, tu fais je veux le référendum. Exactement. Tandis qu'à Paris, où il y a 1,4 million d'électeurs, ça veut dire qu'il faudrait faire signer 140 000 personnes. Donc c'est un peu plus compliqué, on va dire. Ah oui, c'est pas du tout juste. D'ailleurs, je conteste l'idée des référendums avec un seuil de pétition. Parce que ça peut être coûteux. Déjà, c'est très difficile d'établir un seuil. Voilà. Quelle serait la formule pour qu'il y ait un seuil qui soit à peu près équivalent pour un village de 10 personnes et pour une ville de 1 million de personnes? J'ai jamais trouvé une formule mathématique qui rendrait les choses à peu près équitables pour l'atteindre. On sait que le pourcentage doit diminuer, mais de quelle proportion, quelle formule? J'ai jamais trouvé ça. Moi, ce que je propose en fait, c'est que les citoyens français puissent faire une proposition par an, une au niveau national, une au niveau régional, etc. Et après, on tire au sort
par exemple, sans proposition nationale. Les sans proposition nationale, les Français, qui ressortent, on les soumet chacune à 100 Français différents. Donc il y aura 100 Français qui auront affaire à une des 100 questions et ils la votent comme ça. Donc ça fait un classement, déjà quelle proposition est la plus approuvée et on prend les 10 premières. Et les 10 premières, c'est les référendums pour l'année, les référendums nationaux. Et en plus les référendums régionaux, etc. municipaux. Après pour l'année ça ferait pas beaucoup quoi. À 10 référendums nationaux, c'est plus qu'en Suisse. En Suisse, j'ai fait la moyenne des référendums fédéraux, ils appellent ça fédéraux. Entre 90 et 2024, la moyenne c'est 9,1. C'est pour ça que j'ai dit 10. C'est-à-dire que c'est à peu près ce qu'ont les Suisses. Et les Suisses, comment ils se sont comportés pendant l'époque du Covid? Est-ce qu'il y a eu des référendums Il y en a eu un, mais le problème c'est que le gouvernement il a pu changer la question et mettre d'autres questions en même temps. Ah, il a noyé la question. Voilà. Déjà, premier problème, il a modifié la question. Il a mis un autre truc qui fait que c'était plus difficile de répondre non. Deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas d'égalité médiatique. Donc en fait, les médias qui appartenaient à des groupes privés, comme les investisseurs, la bourse, les laboratoires pharmaceutiques, BlackRock, tout ça, ça va ensemble. Ils ont dit qu'il fallait répondre oui pour la politique vaccinale, etc. Les Suisses ont quand même été contre à 40%. 40% c'est déjà beaucoup. Et le gouvernement a compris que s'il poussait dans la coercition, il y aurait un autre référendum rapidement. Et là, ce serait passé ça aurait dépassé les 50%. Donc quand même, le fait qu'ils ont pu faire un référendum qui a eu un résultat de 40%, malgré toutes les magouilles, malgré tous les jeux d'influence, ça a pesé. Les Suisses ont été moins brimés que les Français. Ils n'ont pas eu le droit au pass vaccinal, au pass sanitaire, au pass je ne sais pas trop quoi. Moi je connais pas les détails, mais ils ont été plus tranquilles que les Français. Les Français eux-mêmes ont été un peu plus tranquilles que par exemple les Australiens, les Canadiens ou les Italiens. Là c'était horrible. Parce que le couvre-feu à 18h, c'était fort. Parce que, mais ça a été pire. Je sais pas si tu as vu en Australie les gens qui venaient arracher les enfants, qui allaient dans les familles, j'ai vu des vidéos, c'était terrible. Et nous quand même, on a quand même une tradition un peu contestataire, voilà, on est dans la rue tous les samedis. Ça a joué. Les grosses manifs, ça a quand même un peu ralenti. Moins que le pouvoir qu'ils ont en Suisse avec l'initiative citoyenne des référendums. Mais ça joue, tandis que des pays comme l'Australie, le Canada, ils ont moins l'habitude de contester comme nous. Après, c'est pas idéal, je préférais qu'on ait l'initiative citoyenne plutôt que se faire gazer. Éborgner, amputer des membres, Amender à 135 €. Oui. Avoir un couvre-feu à 18h, qui est vraiment une vraie humiliation pour un adulte. La permission de 18h. Bon, après, c'est. L'autocontrôle avec le compas, avec un cercle d'1 kilomètre. Attention, tu dépasses de 5 mètres, là tu es mort. Oui, surtout que c'était très contestable. Maintenant, ça y est. Ne portez pas de masque, portez un masque. Allez dans un bar, asseyez-vous vous coucher. Maintenant, ça y est, on nous dit que le vaccin, il n'évitait pas la contamination. Alors pourquoi obliger les gens à se vacciner? Oui, mais déjà, c'était une vaste fumisterie. Tu as un virus qui est en train de courir. Tu as vacciné les personnes pendant qu'il y a le virus. Normalement, le virus, lui, il voit le vaccin. Et aussi, c'est contre-intuitif, disons. Tu ne vaccines pas en période d'épidémie, c'est une grosse connerie. Mais bon, c'est bloqué beaucoup de nous pour des intérêts financiers. Oui, bien sûr. On ne peut pas étudier certains. Pour faire un peu travailler Uber qui n'avait pas besoin d'argent. Pour fermer un petit peu les restaurants, parce que ça a été un peu trop local comme dépense. Après, surtout, ça a permis. Il y a des tas de petits commerces qui ont périclité. Par contre, les franchises. Les grands groupes là, qui ont des franchises ou des tas de magasins comme ça, ils ont pu racheter. Donc voilà, tu trouveras moins de bistrots et plus de, par exemple, des Starbucks, moins d'épiceries et plus de supermarchés des chaînes, parce qu'ils se maintiennent contrairement à des petits commerçants. Ça aussi, ça a joué, les conséquences des confinements là-dessus. Ça a détruit les petits commerces et ça a favorisé les grands.
j'ai appris aussi quelque chose récemment qui est lié à ça. C'est qu'en France, pourquoi il y a beaucoup de marchés dans la rue, etc. On aime bien ça, les petits marchés, tout ça. Bah, une des raisons, c'est justement parce qu'on a beaucoup d'hypermarchés en France. Ils font que les petites boutiques, elles tiennent pas. Et donc, en fait, voilà, donc ils se retrouvent plutôt à faire les marchés où ils n'ont pas une boutique à payer. Ah oui, ils ont qu'à payer l'emplacement, avoir le camion. Voilà, ça revient moins cher qu'une boutique, et ça, c'est à cause de la concurrence des hypermarchés qui ont été hyper puissants en France. D'où déjà le mouvement poujadiste dès les années 50. Les supermarchés qui commençaient à se développer avec en plus les pots de vin vers les politiciens. Enfin, il y a tout ça qui s'est fait. Et la France est très très puissante en hypermarché. J'ai pas mal voyagé dans les pays, on trouvait des Carrefour, des Auchan en Chine, des Alcampo, c'est des Auchan en Espagne ou ailleurs. On est très très fort, des Leclerc en Pologne. On est très très fort pour les hypermarchés en France. Et par contre, les petits commerces, c'est un peu compliqué, quoi. Bah oui, d'où les étals des marchés qui ont permis de survivre à des tas de petits commerçants qui n'ont pas les moyens d'avoir une boutique. Mais c'est vrai que le problème de l'étal du marché, c'est que c'est 1 ou 2 fois par jour, pendant quelques heures, et après il faut vite qu'ils partent comme des voleurs parce qu'il y a une heure. Ça peut être pénible parce que voilà, tu te retrouves dans les intempéries, tu te retrouves avec des tempêtes, des canicules, etc. Et c'est un grand inconfort. Et le supermarché ou l'hypermarché est ouvert tous les jours de la semaine, de 9h à 10h maintenant, 22h plutôt. Et moi j'ai remarqué, j'avais fait un voyage en Italie où on voyait des tas de petits commerces quand on allait manger les petites pizzas dans les commerces locaux. Et on voyait en Italie très très peu de McDonald's ou de restauration rapide par les grands groupes. Et ils avaient préservé ça et j'ai été même... ça m'a fait un choc quand je suis rentré en France et que je suis passé par Lyon. J'étais à la banlieue Bron. Et là, tu avais toutes les zones commerciales avec toutes les publicités, toutes ces banlieues françaises que je ne voyais pas du tout en Italie. Ils ont vraiment réussi plus à préserver le petit commerce local et avec des banlieues qui sont moins laides que les banlieues d'activités commerciales françaises. Quoique à Paris, il y a quand même comme petits restaurants les Asiatiques là, qui se débrouillent bien. Là. Les restaurants chinois, indiens. Ils se débrouillent. Ils ont un système aussi d'atontine là, qui permet de se faire des prix entre eux. Il y en a un qui achète un restaurant, puis après ils aident un deuxième à se construire en faisant à son tour le prêt. Voilà, ils ont des systèmes solidaires assez efficaces. Effectivement, on voit beaucoup de restaurants, mais aussi des bars tabac. On peut remarquer à Paris qu'on a énormément, où en fait on voit qu'ils sont tenus par des Asiatiques maintenant. Tout ça. Ils sont forts, c'est vrai. Ça s'est développé là ces dernières décennies. On ne voyait pas du tout ça dans les années 90. Non, à l'époque c'était la fin du monde, c'était le français de l'époque qui avait son restaurant, qui vivait assez bien de son restaurant. Il y avait les Auvergnats, les Aveyronnais. Et il y avait la viande, quand tu prenais la viande, il y avait de la bonne part. Soyez les bienvenus chaque samedi. Mais pour revenir à la campagne là, sur les législatives, j'ai été vraiment étonné parce qu'ils ont démis les 3 députés le 11 juillet. Il y avait 3 mois pour faire le premier tour. Donc en fait, le premier tour, il pouvait être le 11... il devait être avant le 11 octobre. Le 11 octobre, c'est un samedi. Donc en fait, ça faisait le dimanche 5 octobre. Et donc j'ai été étonné qu'ils mettent le 21 septembre, c'est-à-dire 2 semaines avant. Alors que comme l'annonce est faite le 11 juillet, ça faisait 50 jours qu'ils étaient en plein pendant les vacances, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Donc j'ai été étonné qu'ils mettent quand même aussitôt le 21 septembre plutôt que le 5 octobre. Mais je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a un peu moins de candidats. C'est sûr que pendant les vacances, ils aiment bien, les Français dorment un peu. Oui, parce que eux, les grands partis, les grands candidats, ils savent s'organiser. Mais pour les petites candidatures qu'ils ont surprises, c'est plus difficile. Parce que là, a priori, il faut déposer la candidature donc, avant le 29 août. Donc imaginez, il y a quelqu'un qui a prévu ses vacances pour le mois d'août. Voilà, c'est un militant, mais dans le droit de prendre des vacances. Il ne pourra pas s'organiser. Tandis que, bien sûr, les
les partis riches, tout ça, bon, ils s'organisent facilement. Hein. Ouais, ils se délèguent quoi. Oui. C'est quand même. Ou ils peuvent faire des quand même un allers-retours, progrès immense pour avoir les frais pour revenir de leur lieu de vacances et repartir. C'est un progrès immense, voilà, hein, s'il faut. les véhicules. Ouais. Et toi, tu as réussi à déposer en temps et en heure Ah, c'est pas encore là. Ah, Déjà, en fait, ils n'ont même pas publié ça, le dépôt. Mais j'ai demandé à l'intelligence artificielle pour avoir la date. ah ouais. Parce qu'il y a des règles, en fait, a priori, ça doit être avant le 29 août 18h. Ah, c'est fort ça. Voilà. Grâce à l'intelligence artificielle, tu peux Ouais, prévoir j'aurais ce que va demandé. faire le gouvernement. Quoi. Non, parce qu'en fait, il y a des lois sur le délai avant pour déposer, Ah, ouais. déposer. Donc, on lui dit donc voilà, qu'il sait que la date, c'est le premier tour, c'est le 21 septembre. Il calcule selon les délais légaux. Je ne me rappelle plus très bien, 4 semaines. Donc, ça doit être avant le 29 août. Et donc l'intelligence artificielle suppose qu'il respecte la loi et... Oh oui, là-dessus, oui. Ah ouais. Là, en fait, ce qui s'est passé là, pour avoir démis certains députés, c'est que le Conseil constitutionnel a été hyper tatillon sur des histoires d'ouverture de compte de mandataires. Alors ça peut être difficile, hein. Ça peut être difficile. Donc il a été dur même pour des élus, les Républicains ou Renaissance, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, c'est pas Renaissance, c'est deux noms. Voilà. Donc quand même, il y a des fois des aspects où ils sont Le très Conseil tatillons. constitutionnel ne va pas à 100% dans le sens du pouvoir. Bon, pendant le confinement, moi, je ne me Après, rappelle pas de ça. Quoi. Après, c'est pas très grave parce que, par exemple, ils démettent le député donc de Paris Rive Gauche là. Ouais. Je crois que c'est un député Renaissance. Bon, de toute façon, ça va être un député de centre-droite. Mhm. Hein, que ce soit Barnier ou Rachid Dati. Rachid Dati, elle est avec Macron. Barnier, il a été Premier ministre de Macron. Mhm. Bon, ça ne change pas grand-chose pour l'oligarchie. Hein. Alors Ah, il manque une voix pour... Juste une vue pour faire 1000 vues. Attends, tu veux, je fais le zoom comme ça. Comme ça, déjà, ils seront obligés, les personnes seront obligées de voir, même s'il ne sera pas noté. Juste une vue. Après, je m'en moque. Voilà. Voilà. C'est symbolique, hein. Le reste, 1002, 1003. Oh, il suffit d'attendre, ça va venir, tu sais. C'est rarement bloqué les vues. Hein, Une c'est- seule pièce manque et l'entreprise peut s'arrêter. Voilà, un cas. Bon, j'ai voulu discuter. Hein. Ouais. C'était vu de quoi? Ouais, parce qu'en fait, j'avais fait une vidéo avec Alexis et il avait 998 vues et il voulait passer à 1000 vues. Quoi. Ah ouais, Donc là, il passait à 999 et j'étais content. Quoi. très bien. Ouais. Bah, lui aussi, tu vois, il veut des voix. Hein. C'est dur d'avoir des voix. Des vues, des voix. Ah ouais. Pour l'instant, plus des vues que des voix. Que les voix, Bon, tu auras va des pas. vues là avec ça. voilà, des vues. Après, si tu as autant de voix que de vues, Non. on va faire en avoir. Les voix, bah, après, le seuil intéressant, c'est 5% pour les remboursements de campagne. Bon, on en est loin, Dans ce qui compte, c'est les vues, la médiatisation. Ah ouais, Sophie Tessier, je crois qu'elle s'était présentée une fois aussi aux élections. Je crois qu'elle avait dû avoir du 0,01 ou 2 peut-être, non, il me semble. Elle n'a eu pas beaucoup de voix. Elle a voulu y aller toute seule. Elle a été influencée par un gars un peu bizarre parce qu'elle était contre les partis, etc. au départ. Ouais, je me rappelle. Et tout d'un ouais, coup, ouais. son association, là, l'Union, c'était quoi là, pour les libertés. Je me rappelle plus le nom exact. Le gars, il s'appelait Marc, je crois. Union citoyenne pour les libertés, je crois. Ah ouais. Alors elle était contre le fait que ce soit un parti. Elle connaissait décidément ce qu'on faisait, elle n'est pas venue avec nous. Et tout d'un coup, il y a un gars qui lui dit qu'il faut faire transformer ça en parti. Elle présente une dizaine de candidatures, je crois, et avec des dépenses importantes, et aucun financement public à la fin. Pour moi, ce que je pense, hein, c'est que le gars qui l'a influencé, il était là pour la séduire et la mettre dans la panade. J'ai l'impression. Faire des Parce bonnes qu'après, elle a vidéos. arrêté, Après, elle a disparu. Ouais. Alors Après, que ouais. si elle avait été à dire voilà, on défend le RIC, on s'unit là-dessus, elle aurait pu se rattacher comme nous à Région et Peuple Solidaire, avoir l'accord technique, et ses voix auraient rapporté des sous. Mais il y a plein de gens, ils préfèrent être chef de leur village que second à Rome. Ouais. Et si Après- un jour elle rejoignait si elle te proposait de te rejoindre, est-ce que tu l'accepterais? Si elle respecte les règles, c'est bon. Hein. Ah ouais.
Après, on en a eu des gens qui ont signé les statuts mais qui ne respectaient pas les statuts. Ouais. On en a eu, hein. On a résisté. Bon, ils sont partis ailleurs. Ils ont été à France Libre. Hein. Ils ont même, il y a même la principale protagoniste de France Libre là, qui était candidate entre Lalanne et Dieudonné, Anne Bordolino. Elle était administratrice chez nous. Même le siège du parti était chez elle. Bah, elle a préféré aller vers les vedettes. Elle n'était pas d'accord finalement. L'article 2 de Décidons nous-mêmes. Les candidats s'engagent à relayer la volonté populaire. Ça veut dire qu'en fait, le candidat, il a une sorte de mandat impératif. Il s'engage, c'est-à-dire qu'il vote pas ce qu'il veut personnellement, mais il vote ce que veut la population. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, le premier critère d'un candidat, c'est la loyauté. C'est-à-dire qu'il peut voter quelque chose contre quoi il est personnellement. Mais il dit, c'est la population qui a décidé, donc je l'applique un peu comme un fonctionnaire. Il dit, voilà, la population décide qu'on doit faire ça. On l'applique, c'est la démocratie. Quoi que le fonctionnaire, c'est le fonctionnaire de l'État qui est soumis au ministre. Et là, ce serait un fonctionnaire de la population, ce n'est pas un fonctionnaire de l'État qui est soumis à BlackRock, etc., aux banquiers, etc. Mais voilà, ce serait en fait un mandat impératif exécutif. Voilà, la population a décidé ça, c'est la démocratie, on l'applique. C'est ça la démocratie. Mais si tu dis, moi je veux bien voter comme la population, mais seulement quand je suis d'accord, ça veut dire que c'est toi le souverain. La population. Parce que c'est vraiment, finalement, c'est toi qui décides. Là, ce que j'ai vu dans le programme de Juan Branco, c'est qu'il met le RIC, mais avec un veto présidentiel. Ça veut dire que le souverain, c'est lui. C'est pas une démocratie, vu que celui qui est au-dessus, le souverain, c'est supérieur. Celui qui est au-dessus, c'est le président, puisqu'il décide quand il veut. Donc, c'est la population qui est souveraine. On s'engage à relayer la volonté populaire, puis voilà. Donc il y a certaines personnes qui disent, bah non, si la population, je ne suis pas d'accord, j'applique pas. Et là, tu ne respectes pas le contrat. C'est vrai que le contrat, c'est si tout le monde a voté quelque chose sur lequel tu n'es pas d'accord, toi tu as voté non et c'est tout. Voilà. Par exemple, on va parler de la peine de mort, pour ou contre. Toi, tu es à 100% contre, mais tout le monde a dit je suis pour. Ben, tu n'es pas d'accord, mais ils ont voté, je suis obligé parce qu'ils ont décidé ça. Et je ne suis pas leur maître, c'est eux qui décident. Bien sûr. Après, c'est toujours le même exemple qu'on cite, hein, alors que la peine de mort, qui l'a décidé? Mitterrand. Non, qui a décidé qu'il y avait la peine de mort? Ah oui, ça n'a jamais été la population qui avait instauré la peine de mort. C'était à l'époque des rois, ça. Même bien avant, même c'était sous l'Empire romain. C'était à l'époque des rois. Mais après, dans la Première République, Deuxième République, Troisième République, Quatrième République, Cinquième République, il y avait toujours la peine de mort. Exercée normalement au nom du peuple par un jury populaire. Et voilà. Il y avait quand même une pseudo-légitimité, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est des lois qui n'ont pas été faites par la population. Après, on abolit la peine de mort avant que les Français soient pour. Déjà, si on avait fait un débat avec égalité mélodique du pour et du contre, c'est pas sûr que les Français en 80 ils auraient voté contre l'abolition de la peine de mort. On en sait rien. Après, c'est aussi pour moi l'arbre qui cache la forêt. Parce que c'est les gens qui nous disent on a aboli la peine de mort. Mais en même temps, c'est toujours les politiciens qui déclenchent les guerres. Et quand je dis que c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est qu'une guerre, c'est pas quelques morts par la peine de mort. C'est vrai que le décret Rivotril, par exemple. Voilà. Quand la France, elle va dans la guerre au Koweït en 91, c'est 1 million de morts. La peine de mort est abolie, mais la France a suivi les États-Unis. Le Chevènement, il a bien fait de se démettre, de démissionner, alors que ça a été fait sur un mensonge. Pour rappeler ce qui s'est passé. En fait, on a piégé Saddam Hussein en lui faisant croire qu'il pouvait s'occuper des problèmes qu'il avait avec le Koweït. C'est-à-dire qu'on l'a incité déjà dans les années 80 à faire la guerre contre l'Iran. On dit on va te soutenir. Mais en fait, on a soutenu aussi l'Iran, il y avait l'Iran Gate. Les États-Unis soutenaient les deux, ils se faisaient les deux pays se neutraliser. Le Koweït, l'Irak s'est endetté. En particulier, par exemple, auprès du Koweït. Mais le Koweït a joué le pétrole à la baisse. Ce qui rendait l'Irak en surendettement par rapport au Koweït. Déjà, il y avait ce problème. Le Koweït qui mettait l'Irak dans la panade. Après, il faut savoir que le Koweït et l'Irak, la découpe des frontières a été faite par les colonisateurs occidentaux pour affaiblir l'Irak.
C'est-à-dire que l'Irak avait extrêmement peu d'accès à la mer et ils ont créé artificiellement le Koweït pour qu'il y ait un petit État qui ait plus d'accès à la mer. Donc c'était un affaiblissement de l'Irak de façon artificielle. Après, il avait parlé de son projet du problème avec le Koweït. Et l'ambassadrice des États-Unis au Koweït lui a dit les affaires inter-arabes ne nous concernent pas. Donc en fait, ils lui ont donné le chèque en blanc. Et donc quand il a amené ses troupes, etc., ils n'ont pas réagi, ils ont laissé envahir. Mais c'est après qu'on lui reproche. Et les citoyens des États-Unis étaient contre l'intervention des États-Unis, les sondages. Alors qu'est-ce qu'a fait le clan Bush? Ils ont coaché avec leurs agences de com la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis, New York. Et c'est elle qui s'est présentée devant l'ONU en pleurant, en disant qu'il y avait les enfants arrachés des couveuses. Et ça, c'était un mensonge. C'était un mensonge. Un peu comme la fiole. Ouais, c'est ça. C'était un mensonge pour retourner l'opinion publique et qu'ils accréditent l'envahissement de la guerre. L'envahissement l'attaque de l'Irak par l'Occident. Les États-Unis, là, il y avait la France, dirigée par Mitterrand. Donc voilà, et ça, c'est pire que la peine de mort, parce que l'Irak, c'était à 1 million de morts. Il y avait l'ambassadrice, la ministre des Affaires étrangères de Clinton, Madeleine Albright, on lui disait que voilà, toutes les coercitions sur l'Irak, l'embargo sur les médicaments, tout ça, ça faisait 500 000 morts, 500 000 enfants morts. Et elle a dit, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Elle a dit, c'est une vidéo, vous pouvez trouver. Pour 500 000 enfants morts, vous cherchez Madeleine Albright. Donc ça, c'est bien pire que la peine de mort. Et elle avait dit pourquoi ça valait le coup? C'est pour le pétrole, pour la paix, oui, pour la paix du monde, pour la gentillesse. En fait, c'est le pétrole. Saddam Hussein, il y avait cette histoire en 91. Après, il y avait l'histoire de Saddam Hussein qui voulait accepter les paiements en euros du pétrole, alors qu'en fait, la puissance des États-Unis, une fois que les accords de Bretton Woods ont été arrêtés c'est Saddam Hussein. En 71, les accords de Bretton Woods ont été arrêtés. En fait, les accords de Bretton Woods, c'était l'indexation du dollar sur l'or. C'était 35 dollars l'once. Mais en fait, c'était pas tenable parce qu'il y avait une création de dollars énorme. En particulier, justement, la guerre du Vietnam. Ça aussi, c'est une guerre qui était faite, en gros, pour consommer de l'arme. Pour le complexe militaro-industriel qu'a critiqué Eisenhower dans son dernier discours de président, lui qui avait été général, c'était le 17 janvier 1961, juste avant que Kennedy prenne sa place. Il avait dit aux États-Unis de se méfier du complexe militaro-industriel qui pousse des guerres pour des sous. Tout ça fait monter. Je vous donne un exemple. Halliburton, c'était le 19e fournisseur de l'armée des États-Unis. Le PDG, c'était Dick Cheney, de 1995 à 2000. Dick Cheney est devenu le vice-président de George Bush en 2001. Et avec la guerre en Afghanistan et puis l'Irak, il est devenu le premier fournisseur d'armée des États-Unis. Donc il y a un peu un conflit d'intérêts. Le gars, il dirige Halliburton, il devient vice-président, et puis il déclenche des guerres qui font que sa société, elle devient un premier fournisseur de l'armée des États-Unis. Voilà. Donc ça aussi, il faut qu'il y ait vraiment un contrôle citoyen par rapport aux guerres. Voilà tout ce qui se passe, que ce soit... Là, on peut penser à Israël, les gens ils protestent, mais il se maintient au pouvoir avec les coalitions, Netanyahou. C'est vrai que Netanyahou, il n'a pas de mandat légitime pour être président à l'heure actuelle. Disons, il a été élu, mais là, on l'a plus réélu, il est en guerre, un peu comme l'autre. C'est des coalitions, après, là, il fait des coalitions beaucoup avec l'extrême droite israélienne. Mais lui, est-ce qu'il a encore un mandat légitime ou est-ce qu'on a prolongé son mandat à cause de la situation Pour se maintenir au pouvoir, en fait, il a ceux qui le soutiennent, c'est ceux d'extrême droite les plus durs. Et donc, même si en fait ça représente une minorité de la population israélienne, pour lui, pour se maintenir au pouvoir personnellement, c'est ça. Donc c'est ça qui est terrible. On a des politiciens, des fous, des psychopathes,
qui sont prêts à sacrifier des dizaines de milliers de personnes. De toute façon, le psychopathe n'a aucune empathie, donc pour lui, l'être humain n'existe pas. Quoi. C'est la définition du psychopathe, c'est que il ne sent pas la souffrance de l'autre comme un semblable. Quoi. C'est tout pour ma pomme. Ouais, en fait, le psychopathe, il ressent pas le plaisir de l'autre, disons les côtés positifs. Par contre, il ressent la souffrance, il la ressent quand même. Alors, il n'est pas sensible à la souffrance de l'autre. Voilà, c'est son narcissisme qui prime. Ou la relation avec la perversion narcissique. Et effectivement, le problème, c'est que c'est ces gens-là qui arrivent au pouvoir. Dans un système qui soit électoral, c'est les pires qui arrivent au pouvoir. Le système électoral, c'est les bonimenteurs, ceux qui n'ont pas de scrupules. Si tu n'as pas trahi, tu ne seras pas président, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est pour ça que je suis pour le référendum d'initiative citoyenne au sommet, des assemblées tirées au sort parmi les citoyens, et puis l'élection sans candidature pour les mandats des ministres, des exécutants. Qu'il n'y ait pas de campagne électorale, pas des gens qui se mettent en avant, mais qui disent comme ministre de l'Agriculture, j'ai entendu dans des débats, j'ai trouvé intéressant ce qu'il a dit sur les pesticides, etc. Et voilà, il devient ministre, c'est-à-dire qu'il s'occupe du ministère, la petite chose, un ministère. Ouais, le mineur, le ministre. Voilà, mais il n'a pas un pouvoir comme l'ont actuellement un président. Ouais. Mais bon, il y a du boulot, parce qu'effectivement, cet aspect de voyoucratie, c'est très difficile de s'en passer. Et voilà, là, on parlait de Sophie Tissier, et puis j'ai vu ça aussi avec Julien Brunet. J'avais passé une après-midi avec lui avant les législatives de 2022. Lui, c'était, il monopolisait un peu la parole et il parle très bien. Et il a fait aussi une dizaine de candidatures, mais sans accord technique pour du financement ensuite. Donc aussi, tout ça, c'était des voix perdues, parce qu'il y a des gens qui veulent être chefs de leur village plutôt que second à Rome. Après, dans certains cas... Et toi, tu as du financement pour la campagne? Alors, nous, ce qu'on a, c'est... on a des affiches qui nous restent des législatives et des européennes. Et ça coûte pas très cher. C'est 40 centimes l'affiche à 1 parce qu'on avait commandé 1000. Donc si j'en dépose 70, ça fait quoi? Une trentaine d'euros. Ouais, ça va, c'est raisonnable. Ouais. Après, les petites affichettes, je les imprimerai moi-même avec mon imprimante. Voilà, ce sera... Il nous reste des bulletins de vote. On va dire... à 4 des régionales. 80 euros, quoi, tout cassé, quoi, pour les frais de campagne. Après, si on fait les bulletins de vote, ça peut coûter 100, 150 euros. Donc ça, c'est pas sûr qu'on les fasse. Et est-ce que tu es obligé de passer par une boîte ou tu peux le faire toi-même, les bulletins de vote? On peut les faire soi-même, mais après, il faut qu'ils soient... Faut qu'ils soient distribués. À Paris, c'est pas trop difficile, on les amène aux mairies ou à la préfecture, c'est pas très difficile. C'est plus difficile quand on a un grand département très vaste, il y a énormément de municipalités. Donc là, il y a l'imprimeur qui peut les adresser à la préfecture, mais c'est un surcoût aussi, c'est plus du double. Enfin bon. Donc nous, ce qu'on avait fait pour les législatives, en fait, pendant que les candidats ils collaient les affiches, en Seine-et-Marne par exemple, ils déposaient des bulletins de vote dans les mairies. Et la mairie ne pouvait pas s'opposer à ce que vous déposiez les bulletins de vote? Ah non, ça fait partie du droit. Ah ouais. C'est pas distribué par l'État. Distribué par l'État, ça vient plus cher. Normalement, il faudrait même faire 210% des bulletins de vote. C'est-à-dire 100% des bulletins de vote qui sont envoyés par la poste, 70% qui sont distribués par l'État lui-même dans les bureaux de vote. Et ça, c'est en passant par une certaine société. Et voilà, c'est plus cher. Nous, on faisait pas 210% des bulletins de vote, ni même 100%. On en faisait 20%, voire maximum 30%. Mais c'est sûr, ça avait plus de voix. Mais il ne faut pas en faire trop non plus, voilà. Ouais, disons, vous êtes près de vos sous, parce que bon, vous n'avez pas le financement. Le financement, c'est 6 000 euros. Avec les résultats qu'on a fait aux législatives, avec 16 candidats, en fait, il y en a un qui a oublié de marquer le parti de rattachement ou qui s'est trompé, donc on en a 15 finalement. C'est un peu plus de 4000 voix. Et ça nous fait 1,50 € par voix et par an jusqu'à la prochaine élection législative. Totale, pas les partielles. Pour 6 000 euros, ça nous permet d'acheter un peu de bulletins de vote, mais c'est rien par rapport le RN qui a fait le plus de voix en 2024. Au premier tour, il a fait un peu plus de 10,5 millions de voix. Donc ça lui fait à peu près 16 millions d'euros par an. 16 millions d'euros par rapport à 6 000 euros,
Ouais, c'est vrai sûr que le qu'on est pas rapport la même de... catégorie, hein. Ouais, ouais. Donc voilà, il vaut mieux donner 1,50 € par an à ton parti qu'à des grands partis, quoi. Ça, c'est oui. Ça, c'est seulement législatif total, Ah ouais. pas les partiels. Les partiels, ça donne aucun financement. Ah, ok, ouais. Donc, c'est pour ça que là, c'est pas sûr qu'on fasse des bulletins de vote parce que ça nous coûte alors que si on paye, je sais pas, 200 € ou 300 € de bulletin de vote pour faire 0,5% au lieu de 0,1%, c'est pas important, quoi. Ouais, mais bon, si c'est 1,50 € par voix par an, Non. c'est quand même pas mal. Hein. Même ça, je te dis, c'est pour les législatives totales. Ouais, ouais. Là, l'élection qu'il va y avoir en septembre, il n'y a aucun financement Ah, d'enfant. c'est du partiel, celui-là. C'est pas... Ouais, partiel, il n'y a aucun financement d'enfant. Ah, il n'y a rien à récupérer, quoi. Ah, vous pouvez le total. Financement. Quand il y aura la prochaine dissolution, Ouais, ouais. a priori, moi je pense qu'il ne faudra pas faire de dissolution jusqu'à juin 2027, quoi. Enfin, mai 2027, quand le prochain président sera élu, là il va dissoudre. Après, il peut se passer d'autres choses, mais bon, pour l'instant, c'est ce qui est le plus probable. Ouais. Ok, ben, merci pour toutes ces infos. Bon, c'est intéressant de connaître un peu tous ces aspects que bon, la plupart des gens ne connaissent pas. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça aussi que c'est important, des fois, le premier tour, ça peut être important pour certains petits candidats, à condition, par exemple, pour les législatives, qu'ils aient les 50 candidats à 1%, qui est en tout cas au moins un rattachement avec un parti qui accepte ça. Nous, c'est Région République Solidaire, c'est un parti en gros qui est pour la démocratie régionale. Donc ils réunissent des régionalistes d'Alsace, Catalogne, Pays Basque, Corse, Bretagne. Et eux, ils ont dit 50 candidats à 1%. Et ils nous acceptent dans le rattachement. Ah, mais tout seul, nous, on ne fait pas les 50 candidats à 1%. Ouais. En tout cas, il faut commencer un moment, quoi. Moi, ça fait depuis 2011 que je suis pour la stratégie électorale, pour assurer la démocratie. Ah, c'est pas facile hein, parce qu'il n'y a pas d'union, il y a beaucoup de gens qui sont d'abstention. Les gens qui sont d'accord avec le système, eux ils votent. Les gens qui sont contre, il y en a beaucoup qui ne votent pas. Et ça participe au maintien du système actuel. Les contestataires ne votent pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne croient pas au vote. Ben, ça marche. Pour le maintien au pouvoir de l'oligarchie, ça marche le vote. Donc le vote fonctionne. Après, tester, c'est de l'organisation. C'est du rassemblement. Il commence à faire chaud. Hein. Il y a un peu de quoi à droite, là, on y allons. Ah, tu as raison, c'est mieux, ouais. C'est bien, là on est dans le marais. Ah.